Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir, je recevrai 3 jeunes entrepreneurs. Ils animent un petit lieu très sympathique sur Pointe-à-Pitre qui s'appelle Culture. Donc, ils mêlent entrepreneuriat, nourriture et effectivement patrimoine. C'est assez intéressant à découvrir. On en parlera donc après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022 et les points Covid semblent d'un ancien temps puisqu'il y a quand même 3 semaines que nous n'avons pas eu de points presse en fait, si vous avez remarqué. En tout cas, nous avons quand même quelques indications sur ce qui va se passer puisque le taux d'incidence est encore en baisse et l'hôpital n'est pas sous tension. L'état d'urgence sanitaire devrait prendre fin demain, donc le 31 mars. Le couvre-feu se terminera dans la foulée. Les autorités mettent aussi un terme aux jauges dans les établissements recevant du public. On aura aussi droit à la fin du pass sanitaire, sauf dans les hôpitaux. Et l'obligation vaccinale, elle, restera en vigueur pour les personnels de santé. Mais notez que quand même d'ici le 4 avril, eh bien, on sera free d'une certaine façon. Et la Fédération hospitalière de Guadeloupe, elle interpelle les candidats à l'élection présidentielle sur les inégalités territoriales de santé. Si le gouvernement sait qu'un rattrapage sanitaire est nécessaire pour les Antilles, André Atala ne manque pas de le rappeler. Pour le président de la Fédération, la livraison du nouveau CHU permettra une attractivité certes, mais encore faut-il les techniciens en nombre pour faire tourner la machine. On l'écoute. Alors je reprends les propos du ministre des Outre-mer qui est venu nous rendre visite, avec qui on a discuté, et qui il a redit au Sénat quand il a pris la parole dernièrement, il a dit que pour les Antilles, il faut un rattrapage sanitaire. Et donc moi je saute un peu sur l'occasion, il confirme bien en haut lieu que nous avons ce rattrapage à mettre en place. J'ai bien insisté sur l'importance des inégalités territoriales de santé. Pourquoi ? Parce que comme nous sommes cette situation d'insularité, même si certains départements de l'Hexagone ne sont pas bien dotés en équipement, juste à côté, vous prenez l'ambulance, vous prenez le VSL et vous pouvez accéder, ou le SAMU, à un service de réanimation s'il n'y a pas de place dans votre département, à un scanner, à un IRM. Nous, lorsque la structure est saturée, il faut prendre l'avion. Donc cette situation d'inégalité territoriale et santé, et donc pour nous, c'est dans le cadre du plan de convergence de l'égalité réelle, mettre cette thématique de la santé et sur les 5 ans se donner les moyens d'arriver aux objectifs que nous souhaitons mettre en place pour la santé en Guadeloupe. Alors on peut mettre en place 2 ou 3 axes en même temps puisqu'ils sont complémentaires, mais c'est vrai que l'attractivité pour nous est fondamentale parce qu'on va voir, on l'a dit, un très beau CHU, mais il faut qu'on ait derrière cet hôpital qui aura tout l'équipement qu'il faut, tout le plateau. Il faut qu'on ait derrière des techniciens, que ce soit des médecins, des paramédicaux de qualité, en nombre, avec les compétences qu'il faut pour pouvoir, et on l'a vu, la démographie médicale, elle est faible, mais en privé et en public, ce qui fait que le fait qu'il manque des médecins en ville, on a tendance à se rabattre sur l'hôpital. Donc même si nous, fédération, nous représentons l'hôpital public, nous allons travailler en mettant en place très bientôt les assises de la santé. Nous allons inviter l'ensemble des partenaires, y compris les privés, les représentants du personnel, parce que, comme on dit, on est dans le même bateau, public comme privé, personnel paramédical, personnel soignant, médecin, c'est ensemble qu'on va pouvoir faire avancer la santé en Guadeloupe. C'est surtout, nous, des réponses qu'on attend, des engagements de la part de ces candidats. Il y aura un 2e tour. Et puis on sait très bien quand un candidat est élu, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est la première année où il veut marquer son emprise. Et là, avec le biais de la Fédération hospitalière de France qui a un poids conséquent, comme je disais, il n'y a pas une loi qui est mise en place en France, dans l'Hexagone, sans que la Fédération hospitalière de France ne soit concertée et contactée. Et on va compter sur ce relais avec un document qui est bien rédigé, et je remercie tous les spécialistes qui nous ont aidés à le rédiger. On n'arrive pas avec des demandes un peu aléatoires, on arrive avec du concret et qui est bien quantifié et ça fait sérieux. Et le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé effectivement aujourd'hui que les électeurs positifs au Covid-19 pourront aller voter s'ils s'équipent d'un masque et on leur demande effectivement de faire preuve de civisme. Mais en tout cas, vous pouvez circuler avec le Covid. Et depuis effectivement cette crise Covid, les équipes
pédagogique et enseignante constatent une baisse de concentration et des problèmes de mémorisation chez les enfants. Mais chaque problème une solution. Alors l'on préconise de l'activité physique, un sommeil de qualité et bien manger. Des conseils à suivre. Regardez. L'appel à projet Impact 2024, il a pour objectif de soutenir financièrement des projets portés par des organisations, des associations, des clubs, des collectivités qui utilisent le sport pour améliorer la vie des Français et des Françaises, donc pour la santé, l'éducation, l'insertion professionnelle, la lutte contre la sédentarité. Donc tous ces projets, on les encourage à candidater pour obtenir un financement, s'ils en ont besoin, au travers d'Impact 2024. Notre école maternelle fait partie du projet Mon Asso Booste Mon Cerveau. Donc il s'agit d'un projet qui a été financé par effectivement Génération 2024, qui s'appelle Impact 2024 et qui comprend des écoles d'outre-mer, donc de Polynésie française, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. Et donc en fait il s'agit de constater, nous avons constaté qu'après la pandémie, les enfants étaient moins concentrés et avaient une moins bonne mémorisation au niveau des apprentissages. Et donc, nous, il nous a paru évident d'intégrer ce projet, puisque dans ce projet, on constate qu'une meilleure activité, une activité physique régulière, une meilleure nutrition, mais aussi un sommeil de qualité permettait aux enfants d'être beaucoup plus performants au niveau des apprentissages et donc de leur réussite scolaire. Donc c'est tout à fait naturellement que notre école, notre équipe pédagogique, que je salue au passage, a trouvé ce projet innovant et a souhaité effectivement l'intégrer. Le sport ne va pas sans une hygiène de vie saine et l'appel à projet Impact 2024, il va permettre justement à des projets qui utilisent le sport et qui a vocation de mieux-être et le sport pour la santé. Donc tous les projets qui utilisent le sport mais aussi qui ont des volets autour de la nutrition, de l'accompagnement nutritionnel des élèves, des étudiants sont bien évidemment encouragés à candidater parce qu'on pense qu'une pratique sportive, ça va forcément avec une santé, une bonne santé et une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation. Et maintenant, on suit la collectivité régionale qui était en visite à Vieux Habitants pour parler formation professionnelle avec un focus sur l'agrotransformation. Le reportage. Les actions de formation que nous avons visitées, elles s'inscrivent dans le pacte, dans le PRIC, le plan régional d'investissement dans les compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région Guadeloupe a un socle de formation à réaliser par année. Pour nous, c'est à peu près 2200 entrées de formation. Et en plus de notre socle régional, notre socle intrinsèque, nous avons des entrées supplémentaires à réaliser. Toutes les actions que nous avons visitées aujourd'hui s'inscrivent dans les actions supplémentaires. C'est un pacte que nous avons signé avec l'État, donc c'est vraiment du corps à corps, où il nous dit, écoutez, région Guadeloupe, faites un effort supplémentaire, former encore plus la population guadeloupéenne et nous vous accompagnerons financièrement. Aujourd'hui, c'était pour nous un plaisir de venir à Vieux Habitants voir un peu les formations mises en place par une jeune entreprise guadeloupéenne, Madame Lombion, qui depuis quand même plus de 3 ans travaille avec nous, a déjà démontré ses qualités et compétences. Nous avons visité des jeunes qui transforment un peu tout ce qui est poisson. L'agrotransformation, c'est aussi un sujet que nous citons depuis très longtemps, permettre aux Guadeloupéens de transformer un peu ce qu'ils cultivent, ce qu'ils pêchent. Alors, le centre de formation La Clé a mis en place une formation qui s'appelle Transformation des produits de la mer de manière culinaire et artisanale. En fait, cette formation permet de transformer le poisson, d'abord toutes les phases de filetage et viscérage du poisson, puis d'écaillage du poisson, et aussi tout ce qui est transformation pure, donc technique de fumage de poisson, de salage de poisson, et nous faisons des produits en conserve, donc du thon à l'huile de groutin, donc on essaie d'innover. Ensuite, la formation sur l'électrisme, très important aussi comme sujet pour certains Guadeloupéens, et ça nous a fait plaisir de voir beaucoup de jeunes et d'adultes qui s'imprègnent vraiment sur cette formation d'électrisme. Nous sommes venus au plus près de la population pour pouvoir apporter justement ces formations sur les savoirs de base, sur l'alphabétisation
Et c'est vrai que nous sommes contents puisque la région nous a fait confiance. Et ce qui est intéressant sur Vieux Habitants, c'est de voir la motivation des personnes et leur engagement dans l'apprentissage. Des jeunes aujourd'hui, il faut le dire, de Bouillante, de Vieux Habitants, de Baïf, de Basse-Terre. Et ces mêmes formations sont répétées aussi en Grande Terre, dans les îles aussi. Donc c'est une fierté pour nous de poursuivre cela et continuer à accompagner à la formation des jeunes Guadeloupéens pour un avenir meilleur de demain. Retour maintenant sur la table ronde sur les risques routiers professionnels, les deux roues et les activités sportives. Les autorités usagers travaillent en ce moment à l'amélioration de la sécurité sur nos routes et ainsi éviter les pertes humaines. Le reportage. On a moins de tués à l'heure actuelle, mais on rattrape, on est sur une courbe ascendante puisqu'on a actuellement 10 tués contre 14 à la même époque l'année dernière. Donc la marge est faible et au niveau des blessés légers, on a dépassé le niveau de l'année dernière. Donc ce travail de sensibilisation et de prise de conscience, il doit se poursuivre puisque la situation, elle reste grave. Et on sent quand même à travers ces assises qu'il y a une prise de conscience qui émerge de différents acteurs. Eh bien, on était cet après-midi avec les acteurs du sport automobile, des deux roues, et il y a une volonté de faire passer un message de prévention. Il y a une vraie volonté aujourd'hui d'apporter des solutions. C'est inadmissible qu'on ait autant de morts sur nos routes. C'est inadmissible de voir les comportements que nous avons. Mais c'est aussi, comme toujours, de la pédagogie, de la formation. Et c'est aussi être à l'écoute des professionnels qui ont des doléances et nous devions d'être là. Les témoignages sont forts. Il y a beaucoup d'intérêt pour ces assises. Ça rencontre une forte participation. Alors, il n'y aura pas une idée qui émergera de ces assises, mais je dirais il y aura un constat et plusieurs idées et un réseau. Voilà, un réseau participatif afin, et c'est bien le but, que toute la société guadeloupéenne participe à cette amélioration de la sécurité routière sur notre territoire. Il s'agissait aussi de parler de structure et puis la région était déjà aussi engagée sur la mise en place d'une structure automobile pour automoto. Donc les dossiers sont là. Il faut voir avec les autres acteurs, ils se mettre ensemble autour d'une table et voir la faisabilité de ce projet. C'est pas que la région d'ailleurs, c'est aussi nous les Guadeloupéens. Vous avez deux motards en face de vous, on est directement concernés par ce qui se fait sur nos routes. Donc la volonté de trouver des solutions, c'est aussi ce que représente aujourd'hui la région le plus simplement du monde, c'est être Guadeloupéen et vouloir que les choses se passent mieux chez nous, en particulier y compris sur les routes. Je suis de nature très, très optimiste. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis bien debout justement à essayer de fédérer tout le monde, de mettre tout le monde ensemble pour réfléchir. Sur tous les sujets, la difficulté elle est bien réelle parce que nous n'avons pas un enjeu à traiter, mais nous en avons beaucoup sur le département. On parle de roues motorisées, on parle de la visibilité des piétons, on parle des entreprises, de l'alcool, des stupéfiants, de la vitesse, le téléphone au volant. Tout est à traiter sur la Guadeloupe. Et maintenant, effectivement, on arrive à un stade où il faut décortiquer, mettre à plat tout cela, décortiquer et essayer de voir comment on avance de manière différente avec la population. Un reportage signé Olivier Félix. Et l'Office national des forêts lui procède à la réfection de la piste de la boucle de Desbordes à Petit-Bourg pour l'heure fermée, pour le rendre de nouveau praticable. Un curage de fossé est en cours de réalisation et à la manœuvre, ce sont les jeunes recrues du RSMA qui mettent en pratique leur apprentissage. Le reportage. C'est un partenariat avec l'ONF, ici en Guadeloupe et donc à Petit-Bourg, dans le but de restaurer les caniveaux de la piste et de refaire la piste en vue de faciliter en fait l'accès aux camions parce que comme vous l'avez vu, le site il est interdit d'accès par arrêté municipal à cause de l'effondrement ici là, que vous avez vu juste derrière. Et donc en plus de permettre à nos jeunes qui sont en formation d'apprendre à se servir des pelles, des mini-pelles, etc. sur un chantier grandeur nature, et ben ça répond en fait à un besoin de la population. C'est une convention cadre que nous avons signée avec le RSMA pour permettre à des jeunes âgés de 18 à 25 ans d'accroître leur expérience professionnelle dans la voie qu'ils ont choisie, c'est-à-dire les travaux publics. Et donc leur mission aujourd'hui, en tout cas depuis 10 jours pour être précis, puisqu'ils arrivent en fin de mission,
c'est de nous permettre de curer les fossés des routes forestières, parce que nous sommes confrontés au problème d'érosion, de l'eau qui détériore les routes. Et donc, par le curage des fossés, l'eau s'écoule tout simplement le long des fossés, dans les fossés, ce qui permet de préserver nos routes forestières pour les randonneurs, pour tout le monde. Donc c'est une mission qui est importante pour nous, pour eux aussi, c'est un échange gagnant-gagnant. On a au total 8 jeunes qui sont présents sur le chantier depuis 10 jours, donc depuis lundi dernier. Donc on a exactement 7 volontaires stagiaires qui sont en formation et un volontaire technicien qui les encadre, en plus des 2 cadres présents. On est en train de faire des curages de fossés avec une mini-pelle de caterpillar. Et comme on a actuellement en formation, donc tous, comme vu, on est sorti du camp, en fait ça fait 10 jours qu'on est sur cette zone. Petit à petit on essaie d'avancer sur le curage de fossé, débroussaillage pour ouvrir la piste parce que la piste a été enfermée par rapport à la végétation qui est rentrée sur la route. En fait c'est grâce à des amis que je suis rentré dans le RSMA. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit qu'il y a il y a 30 métiers, de choisir celui que je voudrais faire. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas me lancer dans conducteur d'engin. J'ai dit bon je vais y aller. Et maintenant je vois que c'est un rêve, c'est un beau rêve qui est en train de se réaliser pour moi. Donc il est à noter que le site est interdit aux randonneurs et aux promeneurs par mesure de sécurité tant que les travaux seront en cours. Des images de Grégory Laps. Et on enchaîne avec le festival du film vert, le cinéma pour un futur durable. Eh bien oui, il faut le rabâcher quand même, puisqu'on ne fait pas beaucoup d'efforts à ce niveau-là et on n'atteint aucun objectif concernant la préservation de notre planète. Il faudra qu'un jour on y pense. Nous avons voulu nous inscrire dans ce festival du film vert qui date depuis plusieurs années sur le plan national, mais cette année-ci, c'est la première fois que la Ville des Abîmes participe à ce festival du film vert. Il y a un intérêt, on sent que la population elle est très intéressée, elle est inquiète déjà parce que la problématique de l'agriculture, de l'autonomie alimentaire, ce sont des questions fondamentales que la population se pose et donc la projection de ce soir va effectivement nous éclairer, nous informer, nous alerter sur les dangers d'une agriculture intensive. Plus qu'une prise de conscience, c'est une nécessité aujourd'hui de se nourrir sainement. Et c'est un peu de ça que le film va parler, de se nourrir sainement. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout un phénomène de mode. C'est une nécessité et encore plus par rapport à cette autonomie alimentaire qui est un peu demandée partout. Donc nous sommes concernés aussi la Guadeloupe et voilà, je pense que ce sont des bonnes initiatives qui permettent de mettre en lumière justement les acteurs déjà de cette autonomie alimentaire. Il faut vraiment qu'on se pose la question, c'est une question fondamentale, qu'allons devenir, que vont devenir nos agriculteurs, pourquoi nous devons effectivement protéger notre ressource, nos aliments, notre alimentation, nos fruits et légumes, et puis bien sûr avoir une autonomie et puis manger ce que nous produisons. Régulièrement, la collectivité départementale met à disposition ses sites patrimoniaux pour faire vivre la culture. Et on part donc pour la résidence d'artistes qui accourt à l'habitation Laramée à Sainte-Rose. Deux temps. Premièrement, effectivement, relancer un peu l'espoir, redonner espoir et signifier la volonté de l'accompagnement du président Losbar et de la collectivité départementale pour la création et la diffusion. Et en même temps, effectivement, ça correspond à cet accompagnement solidaire, j'ai envie de dire, par rapport aux 2 années qui étaient fatales à la culture, à l'art de manière générale. Et, même si effectivement elles nous ont poussé à cette introspection sur la création, mais il est important aussi d'offrir aux artistes les conditions de pouvoir créer ensemble et de présenter après leur création issue de cette résidence. En tant qu'artiste, on a toujours besoin d'exercer notre art, de sortir, de faire des nouvelles rencontres. Donc ça peut être que bénéfique. C'est
c'était intéressant pour nous de voir, on avait deux types de candidatures, les candidatures groupées, candidatures isolées. Et après, on était réduit, on va dire, à 40 artistes au total. On a dû faire des choix. Qu'est-ce qui serait plus pertinent par rapport à la quantité sur tel groupe, la volonté, le projet, parce qu'il y avait la note d'intention aussi. Et j'ai envie de dire qu'on ne s'est pas trompé, puisque à ce jour, les retours sont très positifs. Les artistes sont contents de s'être rencontrés et d'avoir ces collaborations où ça match vraiment. Donc quelque part, je pense qu'on a fait les bons choix, on avait la bonne dynamique et maintenant il appartient aux artistes de créer. Et nous, on est là pour les accompagner, aussi bien sur la diffusion après, c'est-à-dire le rendu, la restitution se fera au mois de mai. Mais en plus de ça, on tient vraiment à exporter vraiment. Alors, Boueyo et Deyo, à travers que ça y fait là, qu'elle nous peut prendre et bien qu'elle nous mène l'autre bord. Et là, la collectivité départementale, elle aura rempli sa mission, aider à la création, aider à la diffusion aussi, mais aussi exporter nos talents. Et ça, c'est pas une plus belle bitin qui ça, quoi. À peu près 300 000 €, mais répartis sur plusieurs types d'actions. Et ce que nous avons voulu, au-delà d'un soutien mécanique, qu'il puisse y avoir aussi de la création, de la diffusion, puisque ce qu'il faut se dire, c'est que même si les artistes étaient en souffrance financière liée au fait qu'il n'y ait pas de spectacle, mais aussi en souffrance donc, de création. Et ce que nous voulions, c'est que nos artistes puissent, au-delà d'un accompagnement financier, puissent créer et que ces œuvres, cette création puisse être diffusée par la suite au niveau donc, du pays et que toute la population puisse se rendre compte de la qualité des œuvres créées. Et on parle sport maintenant avec ce stage de découverte du basket en 3-3 au Hall des Sports de Pointe-à-Pitre. Les enfants se sont bien amusés, c'est l'essentiel d'ailleurs. Alors c'est une manifestation promotionnelle du 3 contre 3. Ça faisait quasiment 2 ans qu'on n'avait pas pu vraiment faire des tournois de basket. Là on voit qu'il y a un fort engouement puisqu'il y a quasiment 200 enfants qui sont là. Et puis voilà, ça se passe très bien. On aurait pu espérer les terrains extérieurs. Malheureusement, on a juste 2 terrains. Bon, on essaie de faire au mieux. Et puis voilà, c'est bien que les enfants puissent reprendre la compétition au niveau UNSS. Le 3 contre 3, le basket en 3 contre 3 est sport olympique depuis 2020. Donc du coup, là, JO 2024, le basket va vraiment être mise en avant en 3 contre 3, donc l'objectif aussi de l'Académie Guadeloupe et de l'UNSS, c'est de pouvoir promotionner du jeu en 3 contre 3. Il faut dire aussi que ce sont des pratiques sociales en Guadeloupe, puisqu'il y a beaucoup de jeux de 3 contre 3 sur les différents terrains qu'on peut trouver à Bémao, à Augosier, à Saint-François ou un peu du côté de Pointe-Noire ou Basse-Terre. Donc le basket de 3 contre 3 est vraiment en plein développement. On peut aller regarder sur tous les terrains extérieurs en Guadeloupe. On fait souvent du 3 contre 3 et donc l'idée c'est que les jeunes aussi soient formés aussi en 3 contre 3 pour que demain ils puissent aller s'expérimenter un samedi après-midi ou un dimanche avec les amis, qu'ils puissent aller jouer et connaître les règles du 3 contre 3 et voilà comment ça fonctionne. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal, mais rappel quand même d'informations assez importantes, vu que la situation épidémiologique est stabilisée, les chiffres sont en perpétuelle baisse depuis plusieurs semaines maintenant. Effectivement, il n'y a plus de points Covid, mais justement, c'est parce que la situation s'améliore, il faut le noter. Donc, taux d'incidence en baisse, taux de positivité en baisse, en fait, tout est en baisse. Le service de réanimation est loin d'être surchargé. On avait 9 patients en réanimation la semaine dernière, enfin sur la période antérieure et sur la semaine dernière, on en avait 6. Donc, vous voyez que les niveaux continuent de baisser. Et donc, les mesures commencent à évoluer normalement. Tout doucement, hein, puisque l'état d'urgence sanitaire donc prendra fin à partir de demain, donc à partir de demain soir, le 31 mars. Le couvre-feu se termine lui également dans la foulée. Les autorités mettent un terme aux jauges dans les établissements recevant du public. La fin du port du masque est actée pour le 4 avril prochain. Le pass sanitaire, lui, restera actif dans les hôpitaux. Olivier Véran l'a encore dit cette semaine dans tous les cas. Et l'obligation vaccinale reste en vigueur pour les personnels de santé. On n'est pas encore prêt, alors lâchez la grappe. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bisous, bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, le Focus. Un focus qui sera consacré à de jeunes entrepreneurs guadeloupéens qui mélangent un peu business et patrimoine. Ils ont fondé un concept sur Pointe-à-Pitre qui s'appelle Culture. Ils nous en parleront après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à mes internautes agités, puisque j'ai vu que vous avez vu l'émission de Chicanos aujourd'hui. Je vois qu'il y a énormément de commentaires. Malheureusement, j'ai fermé l'application, donc j'ai perdu une partie des commentaires que je voulais relever, a priori. J'ai vu qu'il y a des attaques à l'encontre de mon confrère. Je demanderai à tout le monde de peut-être regarder l'émission de nouveau et bien suivre ce qui se passe, en tout cas dans cette émission, parce que bon, là, vous l'attaquez déjà, non, je pense pas que ce soit nécessaire. Et si vous en parlez en plus sur mon live, c'est que effectivement, ça a chamboulé un peu tout le monde. On a bien vu ce qui s'est passé, donc ça fera débat, on imagine. Mais calmez-vous, et calmez-vous sur lui. Ouais, on se quitte pour une page de pub.